l'administration Trump a perdu certaines causes importantes ces derniers jours en matière de liberté de la presse. Une semaine peu réjouissante pour ceux qui pensaient qu'un décret pouvait remplacer le premier amendement. Dans l'une d'elles, un juge a interdit de façon permanente l'application du décret de Trump visant à couper le financement de PBS et de NPR. Et dans une autre affaire, un juge a ordonné au Pentagone de rétablir les accréditations de presse du New York Times en disant que la politique qu'il avait publiée en octobre, qui restreignait sévèrement le reportage indépendant, y compris le recours à des sources anonymes, était inconstitutionnelle. Il s'avère que gérer l'information en étouffant l'information reste difficile à faire avaler aux tribunaux. Dans les deux cas, l'avocat principal était Ted Bruce. Il a parlé de la façon dont il a obtenu ses victoires et de ce à quoi on peut s'attendre. Parce que dans l'un des dossiers, il semble bien sûr que l'administration Trump et le Pentagone en particulier ne semblent pas vouloir se conformer à l'ordonnance du juge. Le style habituel, perdre au tribunal, puis jouer comme si on venait de gagner dans la salle de presse. C'est vraiment scandaleux que, le 20 mars, le juge ait rendu une ordonnance très ferme, annulant les dispositions offensantes de cette politique et rappelant à quel point il est important, surtout en temps de guerre, que le peuple américain ait des journalistes au Pentagone qui connaissent les enjeux de la politique de défense, qui connaissent les responsables du département, qui peuvent transmettre de l'information au peuple américain pour qu'il puisse décider ce qu'il pense d'une guerre, la contester ou l'appuyer, et vraiment participer, et vraiment servir de contrepoids au gouvernement. En période de guerre, on devrait normalement avoir besoin de plus de lumière, pas de plus de rideaux. Et au lieu de se conformer à l'ordonnance du juge qui exigeait le rétablissement immédiat de l'accès pour les journalistes du New York Times, et selon nous pour tous les journalistes, comme c'était le cas depuis des décennies, le gouvernement bafoue tout simplement l'ordonnance du juge. Comme on l'a souligné, ils ont fermé le corridor des correspondants. Il y avait une photo où, ils ont littéralement arraché l'enseigne. Une réponse très typique, on ne règle pas le problème, on enlève simplement la plaque, puis on fait comme si le problème avait disparu. Voilà comment ils ont réagi à une ordonnance d'un juge nommé en vertu de l'article 3. Et maintenant, les journalistes doivent même être escortés pour entrer au Pentagone. La presse indépendante est traitée comme un groupe de visiteurs égarés, pendant que ceux qui ont rédigé la politique veulent quand même appeler ça de la transparence. Et donc, ils ont fait exactement le contraire de ce que le juge leur avait ordonné de faire. C'est tout simplement un comportement de défi direct. Il y a donc eu une audience lundi sur cette question précise. Et, encore une fois, parmi tous les moments possibles pour faire ça, nous avons la guerre en Iran, nous avons les bombardements au Venezuela et le dossier Maduro. C'est ahurissant. Et il cache vraiment la vérité au peuple américain sans autre raison, j'imagine, que de se protéger contre l'examen public. Quand il ne contrôle pas la réalité, il contrôle l'accès à la réalité. Ted Bruce est un avocat réputé du premier amendement. Il a aussi, dans la première administration, représenté CNN et Jim Acosta, quand, à l'époque, Trump n'était pas content des questions de Jim Acosta et lui a retiré son accréditation de presse. Il s'est présenté devant le tribunal et l'a fait rétablir. Ils ont ensuite fini par lui rendre son accréditation. Un vieux scénario remis à l'écran. Quand la question dérange, on cherche à retirer le micro, le badge, puis on appelle ça de la discipline. Prenons juste un instantané de la situation. Parce que manifestement, c'était leur tentative, au premier mandat, de limiter la liberté de la presse et ce qui est rapporté. Si on avance jusqu'à ce mandat-ci et aux deux dossiers dans lesquels il est impliqué en ce moment, l'affaire NPR et l'affaire du Pentagone, pour moi. Et je pense pour tous ceux qui suivent ça, ça ressemble à un danger multiplié par 10. Je veux dire, c'est devenu bien pire. Une nouvelle version d'une vieille idée. Sauf que cette fois-ci, c'est plus brutal et moins gêné. C'est incroyable. Et ce contraste est tout à fait juste. Je veux dire, c'était déjà difficile dans la première administration Trump quand ils ont retiré l'accréditation de Jim Acosta. Ils ont essayé de contourner l'ordonnance du juge pendant une journée à peu près, puis ils ont dit non, vous avez récupéré votre accréditation, c'est tout. Ils n'ont pas essayé d'éviter, d'éluder ou de bafouer l'ordonnance du juge. Maintenant, si on avance jusqu'à aujourd'hui, c'est simplement, vous savez, on se fiche de l'ordonnance du juge. Ils agissent comme si ce n'était pas le cas, mais comme cela a été plaidé à l'audience, ce n'est en réalité qu'un réarrangement des mots
de mauvaise foi. On change les mots comme on change l'enseigne, en espérant que le tribunal ne reconnaisse pas le même vieux tout. Et la nouvelle politique dit que si un journaliste publie un article sans nommer ses sources, promet l'anonymat, fait parler quelqu'un en arrière-plan, cela crée une présomption selon laquelle le journaliste a cherché à obtenir de l'information classifiée ou non classifiée qu'il savait ne pas être autorisé à divulguer. Autrement dit, faire correctement son travail de journaliste devient soudainement suspect. Donc, cela envahit la relation entre la source et le journaliste, et c'est une réaction totalement excessive, contraire au premier amendement, en réponse à une ordonnance. Une nouvelle norme assez étrange. Les sources anonymes seraient suspectes, mais le message à sens unique lu depuis le pupitre serait, lui, traité comme la vérité. Donc, je pense que la grande différence aussi, c'est que on l'a vu dans beaucoup d'autres domaines. Non seulement ils adoptent et mettent en œuvre des politiques qui vont à l'encontre du premier amendement, mais ensuite ils violent les ordonnances des tribunaux, ne respectent pas le pouvoir judiciaire et s'en prennent aux juges. Donc, c'est vraiment une attaque contre l'état de droit qui dépasse ces affaires et contre laquelle, je pense, nous devons tous nous mobiliser. Quand les arguments s'affaiblissent, ils compensent souvent par une attitude plus bruyante envers la presse comme envers les juges. Le New York Times n'est pas étranger au Pentagone puisqu'il a célèbrement publié les Pentagon Papers et s'est rendu jusqu'à la Cour suprême où il a bien sûr obtenu gain de cause. Et ici, malgré ce précédent constitutionnel, les voilà en train d'essayer d'empêcher quelque chose d'aussi élémentaire que la publication d'informations provenant de sources anonymes, ce que nous faisons depuis des décennies. Parce que sinon, vous avez des médias d'État si vous ne publiez que la version officielle ou franchement la perspective qu'en donne n'importe quelle administration. Si l'on ne peut publier que ce que l'État veut entendre, ce n'est plus une presse qui surveille le pouvoir, c'est un tableau d'affichage avec un plus beau logo. Cela ne devrait pas se retrouver devant la Cour suprême parce que les principes appliqués par le juge sont tellement clairs. Mais ils vont se battre. L'affaire des Pentagon Papers est un excellent exemple. Même après ça, le département de la Défense n'a pas retiré les accréditations de presse, n'est-ce pas? Il n'était pas content de ce qui s'était passé. Le département de la Défense, le gouvernement ont laissé les journalistes continuer à faire leur travail parce que jusqu'ici, les institutions gouvernementales, le président, les chefs d'agence comprenaient que les journalistes peuvent aussi leur être utiles. Ils peuvent faire sortir la vérité. Et les gens y font davantage confiance s'ils savent qu'il y a eu cette interaction. Autrefois, on comprenait encore qu'une presse dérangeante pouvait malgré tout être utile. Aujourd'hui, certains semblent aimer le micro ouvert, mais pas les questions ouvertes. Et donc, c'est vraiment très inquiétant et ils vont continuer à se battre. Et on ne peut pas laisser ça passer. Vous savez, si vous leur donnez un pouce, ils vont prendre 1000 d'autres agences, d'autres départements. La Maison-Blanche pourrait essayer la même chose. Et ils ont coupé l'accès à la société de presse parce qu'elle refusait d'appeler le golfe du Mexique le golfe de l'Amérique. Je veux dire, s'il faut parler de discrimination fondée sur le point de vue, quand même les noms géographiques doivent passer un test de loyauté linguistique. On est effectivement dans une créativité très particulière. Donc, il est vraiment important de mener ces batailles. Je veux dire, c'est une attaque sans précédent et des restrictions sans précédent contre la presse. Vraiment sans précédent. Et ils auraient simplement pu porter la décision d'appel, non? C'est comme ça que ça fonctionne. On ne gagne pas toujours. On fait appel. Mais au lieu de faire ça, ils ont créé une politique intérimaire que même le juge disait étrange et peut être pire. La voie juridique normale, on l'écarte. Le détour, lui, s'élargit. Comme si plus c'est compliqué, plus on peut prétendre se conformer. Le Washington Post, à un certain moment, et ce pourcentage a peu être augmenté, avait dit que l'administration Trump avait bafoué environ le tiers des ordonnances. On pourrait dire que c'est leur nouvelle stratégie judiciaire. Ce n'est pas l'appel, c'est le défi. Ça ressemble moins à une stratégie juridique qu'à une stratégie pour prolonger les missions. Beaucoup de gens disent oui, mais ils vont simplement ignorer l'ordonnance. Ils vont simplement ignorer l'ordonnance. Et certains juges ne seront peut-être pas prêts à aller jusqu'à cette confrontation de contraintes. Parce que si le Pentagone ne se conforme pas, alors où en sommes-nous? Il était vraiment important de les dénoncer. Et cela a été fait à l'audience. Il a été dit clairement que nous avions déjà vu ce film. Ils manipulent le tribunal. Ils font semblant de respecter l'ordonnance du tribunal tout en faisant l'inverse. Le genre de « oui, nous respectons la décision » suivi immédiatement par l'installation d'une autre porte verrouillée.
Et nous ne pouvons pas, comme société, comme démocratie, laisser cela passer. Donc, je pense que c'est vraiment important de riposter. Je pense que les juges ne vont pas tolérer ça. Donc, je pense que nous allons continuer à avoir ces confrontations. Et même la Cour suprême, vous avez vu que le président Trump, il y a quelques jours, a demandé au Congrès d'adopter une loi pour criminaliser le comportement judiciaire et les actes judiciaires que l'administration pourrait ne pas approuver. Et vous savez, mettre les juges en prison pour leurs décisions. Quand le jugement ne plaît pas, l'idée suivante consiste à changer les règles du jeu, un réflexe très familier d'une politique mise en scène. Nous ne pouvons pas tolérer cela. C'est pourquoi je pense que c'est si important. Et c'est un tel honneur de représenter le New York Times pour tenir tête et riposter. Et donc, vous savez, une partie de cela, une partie de la victoire, c'est d'être dans la bataille et de ne pas laisser des actions gouvernementales qui violent le premier amendement, qui violent l'état de droit, rester sans réponse. Et je pense que nous voyons d'autres groupes, d'autres organisations de défense des droits civiques riposter aussi. Donc, nous devons tous continuer à chercher à faire respecter le premier amendement, l'état de droit. On ne peut pas les laisser s'en tirer en bafouant la loi. Parce que si la mise en scène finit par écraser la règle de droit, la prochaine fois, ils joueront encore avec plus d'assurance. Et il y a aussi eu une victoire importante concernant le décret sur NPR et PBS. Vraiment, sa tentative par décret de couper le financement de cette information publique. Cela a été gagné il y a à peine un jour. Encore une fois, le stylo rouge du budget est utilisé comme un bâton pour discipliner les opinions. Ça fait du bien. C'était vraiment, vraiment important là aussi. Parce que, encore une fois, il s'agissait d'une discrimination flagrante, fondée sur le point de vue, exactement comme dans l'affaire du Pentagone, où autrefois, les responsables gouvernementaux essayaient de cacher le fait qu'ils vous punissaient parce qu'ils n'aimaient pas ce que vous aviez rapporté ou ce que vous aviez dit. De nos jours, l'administration Trump le dit simplement de façon explicite. Au moins, sur ce point, ils sont francs. Quand ils n'aiment pas le contenu, ils disent directement qu'ils n'aiment pas le contenu. Et dans l'affaire NPR, le décret lui-même disait « NPR et PBS sont biaisés. Nous voulons les arrêter. Aucun financement fédéral. » Et donc, le juge Moss a rendu une décision très ferme, disant que le président ne peut pas faire ça. Le gouvernement ne peut pas faire ça. Il ne peut pas punir une expression qu'il n'aime pas, que ce soit en coupant le financement ou par d'autres moyens. Donc, si vous mettez cela avec la décision du juge Friedman dans l'affaire du département de la Défense, vraiment deux très grands juges, très rigoureux, appliquant simplement les principes du premier amendement, qui sont si importants, non seulement pour les journalistes, mais pour le public. Car en réalité, les journalistes sont là comme mandataires du public pour lui apporter l'information dont il a besoin. La Constitution, heureusement, ne contient toujours aucune disposition permettant de couper des fonds simplement parce qu'on n'aime pas la façon dont quelqu'un pose des questions. Donc, je pense que cela a été une très bonne semaine ou deux pour le premier amendement. Et nous devons simplement continuer à nous battre pour faire respecter ces principes. Une semaine rare où le droit rappelle à la politique que le micro n'est pas une propriété privée. Et je veux aussi parler de la capacité ou de la volonté de prendre ces dossiers dans ce climat parce que nous avons vu Trump s'en prendre aux entreprises, aux personnes et à la presse qui lui déplaisent. Ted Bross travaille au cabinet Gibson Dunn, Kretcher. Ce n'est pas un groupe militant à but non lucratif. Il représente des entreprises du Fortune 500 dans des dossiers à enjeux élevés, des causes où l'avenir même de l'entreprise peut se jouer. La volonté de sa part et de celle du cabinet de poursuivre ces causes très importantes n'est pas une mince affaire en ce moment. Dans un contexte où plusieurs choisissent le silence par prudence, décider d'aller en cours reste la manière la plus claire d'affirmer que l'état de droit ne devrait pas avoir peur. Il a dit être très fier de son cabinet et fier d'en faire partie. Et il est simplement important que les avocats soient là. Ils font partie intégrante, comme les journalistes, de la structure constitutionnelle et ils doivent être là pour défendre le système. Et ce n'est rien de personnel, vous savez, à l'égard de Donald Trump ou de qui que ce soit, dans l'administration. C'est ainsi que le système fonctionne, quand le gouvernement fait des choses qui violent des droits constitutionnels. Le problème ici n'est pas de savoir qui aime ou déteste qui, mais qu'il existe des limites que le pouvoir n'a pas le droit de franchir avant d'appeler ça du leadership. Les avocats représentent des partis et vous ne pouvez pas vous laisser intimider ou avoir peur de faire votre travail et de défendre vos clients. Et donc, il est très heureux d'être dans ces dossiers. Et vous savez, il a aussi d'autres causes où le département de la justice
a récemment été de son côté. Donc, comme avocat, vous savez, on ne peut pas simplement rester assis pendant que les droits constitutionnels des gens sont violés. Et il est très heureux d'être dans ces batailles parce qu'il pense que c'est vraiment important pour les avocats, pour les juges, pour l'état de droit. Parce que si tout le monde attend que quelqu'un d'autre parle en premier, il ne restera plus que la voix du pupitre. On a aussi rappelé qu'au cabinet Gibson, il y avait les deux Ted, Ted Bross et Ted Olson, un autre avocat légendaire. Et les deux avaient fait équipe dans le dossier de la proposition 8, cette loi que la Californie, ce que certaines personnes ne savent peut-être même pas, avait adopté pour interdire le mariage entre personnes de même sexe. Et tous les deux ont fait équipe, malgré le fait qu'Olson était un avocat conservateur bien connu. Et justement, sur ce point, ils ont fait équipe et ont gagné avec succès dans cette poursuite. Parfois, le système fonctionne le mieux quand les gens débattent avec le droit, pas avec des slogans. Donc, Ted Bross est un défenseur de premier plan dans des situations ou des causes très médiatisées depuis de très nombreuses années. Et ce travail juridique compte parce que, comme il a dit, les avocats ont pour rôle de défendre l'état de droit avant toute chose. En ce moment, évidemment, les gens qui nous écoutent se soucient de la liberté d'expression, de la liberté de la presse et sont très inquiets de ce qui se passe. Et nous avons besoin d'avocats comme lui, capables de gagner contre Trump en ce moment ou contre ses mauvaises politiques, peu importe de quel département elles proviennent. Parce qu'au final, la liberté de la presse ne se mesure pas au nombre de conférences de presse, mais au nombre de questions difficiles qu'on permet encore d'exister. Et il a dit merci beaucoup et qu'il est très heureux d'avoir des gens qui comprennent l'importance de ces enjeux. C'est un moment vraiment important de l'histoire. Et comme avocat, ils peuvent faire des choses pour essayer d'améliorer les choses. Et donc, il est tout simplement très reconnaissant de pouvoir s'occuper de ces dossiers. À une époque où plusieurs essaient de transformer les principes en objets décoratifs, le fait qu'il y ait encore des gens pour les défendre devant les tribunaux est déjà significatif. Et nous allons certainement continuer à suivre ces dossiers, y compris la requête en contrainte et les autres causes, parce qu'il s'agit de développements très importants, comme il l'a dit, en temps de guerre. Surtout quand certains semblent croire que moins il y a de journalistes pour voir, plus la réalité sera facile à supporter. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt